Pose un corrigé commenté de l'exercice 2 du chapitre 13 sur la seconde loi de Newton, et puis en bonus, à la fin, je ferai le corrigé de la résolution de problème de l'exercice. Alors, l'exercice 2, donc on va s'intéresser à deux phases de mouvement d'une Tesla Model S. La première phase, c'est le 0 à 100, donc une phase d'accélération, qui se fait en 2 secondes 50, comme précisé dans l'énoncé. Et puis, la deuxième phase, ça va être la phase de freinage. Donc, comme d'habitude, hop, on passe de 0 à 100 en 2 secondes 5. La masse de la Tesla. Ok, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut relever lorsqu'on lit l'énoncé. On s'attaque directement à l'exercice. Bien évidemment, vous avez pris le temps de lire les questions en entier pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on voulait vous amener. Hop. Alors, on vous demande de préciser le système à référentiel d'étude. Donc là, pas de souci. Le système, c'est la voiture Tesla Model S qu'on va noter par un point T. Ça va être beaucoup plus simple et qu'on étudiera dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen pour avoir le droit d'appliquer la seconde loi de Newton. Donc, ensuite, un schéma, comme d'habitude, même si c'est pas demandé, vous êtes toujours invité à en faire un, c'est toujours beaucoup plus facile pour raisonner. Donc, on a la Tesla au départ, ici, d'accord, en T0, ici en T1, on sait qu'il s'écoule 2 secondes et demie, on peut rajouter aussi que V1, c'est 100 km par heure. Hop. On pourra éventuellement le modifier en mètres par seconde. Voilà. Et puis on pourrait éventuellement aussi ajouter la masse, qui nous permet d'éviter de lire l'énoncé. La masse de la Tesla, c'est 2307 kg. Le but du schéma étant de ne plus avoir à utiliser l'énoncé. Ensuite, comme d'habitude, on va vous demander de faire le bilan des forces. Donc, bilan des forces, on a 3 forces qui s'exercent sur la voiture, son poids, la réaction du support, donc très classique, avec le poids et la réaction du support qui vont se compenser. Et en plus, on a une force de traction qui va permettre à la voiture d'accélérer. Ce qui fait que la résultante des forces, ce sera simplement égal à la force de traction. Donc, on représente sans souci d'échelle. Voilà, on sait qu'on a le poids qui est vertical, la réaction du support qui compense, et la force de traction qui permet à la voiture d'accélérer vers la droite. Ensuite, on vous demande de représenter les vecteurs vitesse au point T0 et T1 et d'indiquer l'échelle. Donc, 1 cm pour 50 km par heure. Donc, je fais un vecteur V1 de 2 cm ici. V0 est nul, donc évidemment, c'est un vecteur nul. C'est difficile à représenter, c'est un point. On vous demande ensuite de calculer la valeur de l'accélération subie par la voiture lors de sa phase d'accélération. On va la supposer comme constante, on va calculer l'accélération moyenne. De toute façon, on ne sait pas faire autrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rappeler la définition. Le vecteur accélération, c'est le vecteur variation de vitesse sur la durée associée à cette variation, c'est-à-dire le vecteur V1, la vitesse à l'arrivée, moins la vitesse au départ, moins V0 sur delta t, d'accord, le temps entre le moment où on est parti et le moment où on est arrivé. On sait que le vecteur V0, c'est un vecteur nul. Hop. Donc du coup, on a directement le vecteur accélération qui est le vecteur V1 sur la durée delta t, ce qui fait que si je calcule la valeur, j'enlève du coup les flèches. Hop. On a donc ici la vitesse à convertir en mètres par seconde, d'accord. Hop. Et on divise par 2,5 secondes, ça fait une accélération de 11 mètres par seconde carré, d'accord. Ou autrement dit, si vous laissez la vitesse en km par heure pour mieux interpréter la valeur de cette accélération, vous gagnez 100 km par heure en 2 secondes et demie, c'est-à-dire que toutes les secondes, votre voiture va augmenter sa vitesse de 40 km par heure. D'accord ? La vitesse augmente de 40 km par heure toutes les secondes, ce qui revient à dire qu'elle augmente de 11 mètres par seconde toutes les secondes, ce qui revient à dire que l'accélération est de 11 mètres par seconde carré. Ok ? On peut commenter, on vous demande de comparer à la valeur de l'accélération de pesanteur, donc ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Donc quand on saute dans le vide, on est soumis à une accélération de pesanteur, donc Hg, qui vaut 9,8. Sachez que si vous faites un 0 à 100 à la bord d'une Tesla, vous aurez plus de sensation d'accélération que lorsque vous jetez dans le vide. Une fois qu'on a l'accélération, le but, ça va être de trouver la valeur de la force de traction. Ça va être la seconde loi de Newton qui nous dit que la résultante des forces est égale
à la masse fois l'accélération de la Tesla, sachant que la résultante des forces, c'est la force de traction. On a donc la valeur de la force de traction qui est égale à la valeur de la masse de la voiture fois son accélération. On fait l'application numérique et on trouve une force de traction qui vaut 2,5 fois 10 puissance 4 newtons. D'accord, autrement dit 26 kN. Si vous voulez écrire ça plus élégamment, vous écrivez 26 kN. Ensuite, on demande de corriger le schéma en représentant les forces à l'échelle. Pour ça, il faut trouver aussi les valeurs du poids et donc de la réaction du support, puisque ce sont deux forces qui se compensent. Voilà, n'oubliez jamais que P est égal à M fois G, celui-ci sera toujours valable, il faut que ça sorte spontanément maintenant. Donc la masse de la Tesla fois la valeur du champ de pesanteur, qu'on trouve 2,3 fois 10 puissance 4 newtons, donc 26 kN. Vous voyez, c'est des forces qui sont à peu près dans le même ordre de grandeur, elles sont quasi identiques. Vous choisissez une échelle bienvenue, donc c'est 1 cm pour 10 000 newtons, un 10 puissance 4 newtons, ce qui fait que ça vous fait des forces verticales de 2,3 cm et une force horizontale de 2,6 cm. Et la question 1.9, quelle force de traction faudrait-il appliquer à un camion de 44 tonnes pour avoir la même accélération? La même accélération, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher le fameux 11 mètres par seconde carrée. Ok, donc on veut que le camion accélère avec une accélération de 11 mètres par seconde carrée. Quelle force est-ce qu'il faudra lui donner? Bien évidemment, on peut déjà sentir qualitativement que vu qu'il est plus lourd, va falloir tirer plus fort. Ça, c'est vraiment la seconde loi de Newton qui le dit aussi. Et elle permet de le dire aussi de manière quantitative. Donc si on a 44 tonnes, la force de traction, ça va être tout simplement, seconde loi de Newton, la masse du camion fois l'accélération qu'on veut donner. Donc 44 tonnes qu'on convertit en kilos, fois 11 mètres par seconde carré, ce qui nous fait 4,8 fois 10 puissance 5 newtons. Ok. On peut juste constater que le camion, il est, si je fais le rapport des masses, 19 fois plus lourd. Et si vous faites le rapport des forces appliquées, d'accord, entre le 4,8 fois 10 puissance 5 qui est ici et le 26 kN qu'on a calculé ici, on a aussi un rapport de 19. Et ouais, vu qu'il est 19 fois plus lourd, si on veut le faire accélérer autant, il faut tirer 19 fois plus. On passe maintenant à la phase de freinage. Donc on aimerait savoir en bout de combien de temps la Tesla arrive à passer donc du coup de 100 km, 100 km par heure à 50 km par heure. Ok, avec une force de freinage constante, sinon on ne sait pas faire, équivaut 17,8 kN. Ok, donc le chauffeur il fait un 0 à 100, puis tout d'un coup il pile pour repasser à 50 km par heure. On complète le schéma, donc on sait qu'au point T1 on est à 100 km par heure, au point T2 on n'est qu'à 50 km par heure, ok, ce qui nous permet de représenter le vecteur vitesse V2, forcément il est 2 fois plus court que le vecteur V1 puisqu'on est passé de 100 à 50, donc une vitesse 2 fois moins importante, donc 1 cm, ok, et on va pouvoir tracer delta V1, donc delta V1 défini entre les points T1 et T2, ce qui veut dire que delta V1 qui est défini entre les points T1 et T2, on va dire que delta V1, ce sera du coup V2 moins V1. Ok. Donc on a un vecteur de 2 cm, de 1 cm pardon, vers la droite, auquel on va retrancher un vecteur de 2 cm vers la gauche, d'accord, enfin vers la droite, du coup vu qu'on enlève c'est vers la gauche, ce qui nous fait un vecteur de 1 cm vers la gauche. Autrement dit, vous étiez à 100, vous êtes passé à 50, votre delta V il vaut moins 50 km par heure. C'est logique, d'accord, de 100 pour passer à 50 km/h, il faut bien un delta V de moins 50 km par heure. Ok, donc voici la représentation, et on a bien delta V1 qui va vers la gauche, c'est-à-dire qui est opposé au mouvement, donc qui va bien faire freiner la voiture. Donc ensuite, il va falloir trouver l'accélération. On a trouvé le delta V, donc il va falloir utiliser la force de freinage, la seconde loi de Newton, donc on va aller juste en bas cette fois-ci, hop, ici, voilà. Donc d'après la seconde loi de Newton,
La résultante des forces, ça va être cette fois-ci le poids, plus la réaction du support, plus la force de freinage. Donc poids et réaction du support, comme tout à l'heure, elle se compense. Donc la somme fait un vecteur nul, ce qui fait qu'il nous reste que la force de freinage. Donc la force de freinage va être égale à la masse fois l'accélération, d'après la seconde loi de Newton. Donc l'accélération, ça va être la force de freinage sur la masse. On fait l'application numérique, on n'oublie pas d'enlever les flèches, et on trouve une accélération de 7,7 mètres par seconde carré. D'accord ? On nous demande de comparer à la première question. On avait tout à l'heure 11 mètres par seconde carré. Ok, ça veut dire que là, la voiture, elle voit sa vitesse diminuer de 7,7 mètres par seconde toutes les secondes. En fait, elle freine moins fort que ce qu'elle est capable d'accélérer, cette voiture. C'est ça qui est assez impressionnant. D'accord ? Elle va freiner. Voilà, vous allez ressentir une accélération moins importante quand vous freinez que lorsque vous accélérez. Si vous faites ça sur votre voiture, c'est le contraire. Hein. Quand vous pilez, vous êtes complètement projeté et vous n'allez pas sentir cette sensation hein, avec une voiture moins puissante lors d'une accélération. Une fois qu'on a donc cette accélération, et ben cette accélération, on va pouvoir trouver la durée du temps de freinage. Pourquoi? Parce que l'accélération, c'est l'écart de la vitesse sur la durée du temps de freinage. Et on a trouvé l'accélération. On connaît l'écart de vitesse, et donc on peut exprimer le temps de freinage. On fait l'application numérique, on fait bien attention de bien mettre la vitesse ici en mètres par seconde, et on trouve qu'il faut 1,8 secondes pour passer de 100 à 50 km/h. Quand vous êtes à l'auto-école, ce qui est important, vous, c'est pas de trouver le temps de freinage, parce que ça nous importe peu, hein, c'est pas ça qui va nous faire savoir si on écrase le piéton ou pas. Ce qui est important, c'est la distance de freinage. La distance de freinage, vous verrez une formule l'an prochain qui vous permet de la calculer. Je vous l'ai donnée ici dans l'énoncé. Et je vous demande juste de faire l'application numérique. Donc vous remplacez par toutes les données. Hop, donc la valeur de la force de freinage, la masse, vous avez le temps de freinage élevé au carré, la vitesse initiale avant de freiner, et puis ici, le temps de freinage qui apparaît à nouveau. On fait l'application numérique, on fait attention aux unités, et on trouve qu'il faut 38 mètres pour passer de 100 à 50 km/h. D'accord ? C'est déjà pas mal, 38 mètres, on avance déjà bien, sachant que, évidemment, la Tesla, elle a très très bon frein. Hein. Plus la voiture est puissante, plus on met de bons freins. Et la question qu'on vous pose en résolution de problème, c'est si jamais ça avait été un camion, quelle distance de freinage est-ce qu'on aurait obtenu avec les mêmes freins, c'est-à-dire avec la même force de freinage? Et ben, la démarche elle est assez facile à résoudre, puisque ça va être la même. On reprend exactement la même chose pour trouver le temps de freinage. Donc l'accélération, c'est la force de freinage sur la masse. On trouve donc, du coup, vu que la masse est plus importante, une accélération qui est bien moins importante. On a 0,40 mètres par seconde carré. Il y a toujours ce rapport de 19, en fait. Ce qui fait qu'au niveau du temps de freinage, on va retrouver encore ce rapport de 19. Et on aura un temps de freinage de 35 secondes. Et la distance de freinage, pareil, on refait l'application numérique, on trouve 724 mètres, encore une distance 10 fois plus importante. Donc là, 724 mètres, ça commence à être important. Donc imaginez votre camion, s'il faut 724 mètres pour passer de 100 à 50, c'est très compliqué. Donc sur un camion, on a généralement des freins beaucoup plus costauds, donc beaucoup plus puissants, qui sont capables de dissiper beaucoup plus d'énergie cinétique. Et juste une remarque pour terminer cet exercice. Voilà, bien évidemment, on a négligé les frottements, sinon on ne sait pas faire l'exercice, d'accord? C'est trop compliqué à modéliser. Donc, c'est pas forcément pertinent comme approximation, parce que ça voudrait dire que s'il n'y a pas de frottement, la voiture, elle accélérerait sans arrêt, d'accord? Donc, si on devait considérer les frottements, on sait que c'est toujours quelque chose qui va être opposé au mouvement. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, la force de traction, on l'a sous-estimée. Ah ouais, il faut accélérer beaucoup plus fort, faut tirer beaucoup plus fort pour en plus compenser les frottements. Et puis, la force de freinage a été aussi surestimée. Parce que les frottements vont aider la voiture à freiner. En bonus, je vous propose donc de corriger la résolution de problème de l'exercice 1, c'est la question 1.11 dans mes souvenirs. Le but, c'est de trouver la force de frottement moyenne lors de la chute non libre du coup de Félix Baumgartner, entre le moment où il saute de sa capsule et le moment où il ouvre son parachute. Donc
En B0, il saute de sa capsule. En B1, il ouvre son parachute. Il atteint une vitesse de 1342 km/h. Donc un vecteur variation de vitesse qui a une valeur aussi de 1342 km/h, puisque la vitesse initiale ici, elle est nulle. D'accord. Et pour faire, il ouvre son parachute au bout de 4 minutes 20 secondes. Ok. Donc on sait qu'il est soumis à son poids, et on a montré que s'il avait été soumis à son poids, il aurait atteint une vitesse beaucoup plus importante. Sachant qu'il est allé moins vite, c'est forcément qu'il y a des frottements. Donc quelle est la moyenne de cette force de frottement? Pour ça, il faut appliquer la seconde loi de Newton. Donc la résultante des forces, ça va être la masse fois le vecteur variation de vitesse sur la durée associée à cette variation, ou fois l'accélération. Sachant que la variation de vitesse, elle vaut 372,5 mètres par seconde, et que la durée de variation, c'est 260 secondes. Okay, avec une masse de 120 kg. Donc si on fait la résultante des forces, donc la résultante des forces, ça va être le poids plus la force de frottement, d'accord, avec deux forces qui sont de sens opposé. Si je fais cette résultante, on va dire que la valeur de la résultante, ça va être la différence des deux. Okay. Question, dans quel sens est-ce qu'on écrit cette résultante? Cette résultante des forces, je vais la prendre positive, d'accord, je vais m'arranger pour qu'elle soit positive, et je sais que le poids va l'emporter sur la force de frottement, puisque Baumgartner descend, d'accord. Donc le poids, on l'a calculé précédemment, il vaut 1,2 kN, et donc P-F, la valeur de P-F, ça va être la valeur de la masse, fois la valeur de delta V sur la durée associée à cette variation. On a tout, la masse, on la connaît, 120 kg, la variation de vitesse en mètres par seconde, le temps en secondes, et on trouve une résultante des forces qui vaut ici 172 newtons. Okay. Ce qui fait que la force de frottement, ça va être le poids moins la résultante des forces. Mathématiquement, il suffit de transformer l'expression qui est ici. D'accord. Hop, pardon. Ici. Voilà. Donc si vous cherchez la force de frottement, vous vous rendrez compte que c'est bien la résultante des forces moins le poids. Le poids moins la résultante des forces. Et on trouve donc une force, si on fait cette différence, de l'ordre de 1000 newtons. Si on garde de bon nombre de chiffres significatifs. Donc 1000 newtons, c'est assez énorme comme frottement, et c'est une valeur moyenne, d'accord? C'est des frottements moyens. Au début, il n'y a pas de frottement, on l'a vu en classe, d'accord? Donc les frottements sont négligeables pendant un très court instant, et puis ils vont augmenter au fur et à mesure du mouvement. Pourquoi est-ce qu'ils augmentent? Tout simplement parce que déjà Baumgartner accélère. Donc plus vous accélérez, plus vous ressentez des frottements. Et puis surtout, ces frottements, ils sont liés au choc des molécules d'atmosphère, qui composent l'atmosphère, sur Baumgartner. Et plus vous rentrez dans l'atmosphère, plus cette atmosphère est riche en molécules. D'accord? Donc plus il y a des molécules qui vont venir taper sur Baumgartner et qui vont venir le ralentir. Ok? Il faut vraiment réfléchir à ce qui se passe microscopiquement. Le frottement d'un fluide, donc de l'air, c'est tout simplement parce que les molécules d'air, elles viennent vous percuter. Plus vous allez vite, plus ces molécules d'air vont vous percuter fort, donc plus elles vont vous ralentir. Et puis plus l'air est dense, plus il y a de molécules qui viennent vous percuter, donc plus vous allez être ralenti.